Beaucoup plus fort que ça, Kémy Séba. Monsieur l'ambassadeur, bonsoir. C'est un plaisir de vous retrouver sur ce plateau, d'autant plus que je ne me suis pas ménagé dans les efforts pour vous faire venir ici. On vous a fait venir, on vous a demandé, on a souhaité que vous puissiez venir et intervenir parce que vous n'êtes pas sans savoir, vous le savez, que l'Iran, en tout cas plus que jamais durant ces dernières années, sous la présidence du précédent président Mahmoud Ahmadinejad, a suscité beaucoup d'enthousiasme. Autant il a suscité la colère et la douleur chez les impérialistes et chez les oligarques occidentaux, autant il a suscité de la dignité et de l'espoir chez beaucoup de jeunes militants politiques africains, par extension panafricains. Et ma première question va dans ce sens. On sait qu'il y a eu une transition entre le président Mahmoud Ahmadinejad et l'actuel président, M. Rouhani. Est-ce que vous comprenez que certaines personnes s'inquiètent d'une sorte de, on va dire, ramollissement, je n'aime pas le terme, parce qu'il n'est peut-être pas adéquat par rapport à la question, on va quand même la poser de cette façon, qu'en tout cas, il y a une inflexion des relations ou du discours anti-impérialiste iranien depuis que Mahmoud Ahmadinejad a quitté le pouvoir. Et est-ce que vous pensez que l'Iran a abandonné cette tonalité virulente et anti-impérialiste qui séduisait autant de jeunes dans le tiers-monde? Qu'en est-il par rapport à cette réalité? Est-ce dans la forme ou est-ce que véritablement il y a un changement de fond dans l'idéologie depuis la transition et le passage au nouveau président? Je peux vous dire que c'est la forme qui a été changée. Le fond, il n'y a pas de changement. Tout ce que le président Rafsanjani, tout ce que le président Khatami, tout ce que le président Ahmadinejad, tout ce que le président Rouhani, le président actuel disent, ça c'est le même message, c'est la même leçon. Tous ce sont les leçons de l'imam Khomeini qui étaient diffusées dans le monde. La République islamique défend les opprimés du monde. La République islamique défend la justice contre l'injustice. La République islamique défend les opprimés contre les oppresseurs. La République islamique défend là-bas où il y a le vrai contre le faux. Défendre le bien contre le mal. Certainement, c'est ça que nous disons. Mais des fois, c'est le langage qui change. Peut-être le président Rouhani, c'est quelqu'un qui peut peut-être dialoguer bien avec les Occidentaux. Peut-être Ahmadinejad était un peu radical, mais le message c'est le même. Je souhaite que les Occidentaux comprennent exactement le message du président Rouhani, qui est un message de dialogue, une main tendue qui veut dialoguer pour régler un certain dossier qui est pénible dans notre région. Il ne faut pas oublier la crise syrienne actuellement. C'est des populations, pauvres populations qui sont victimes. Le dossier nucléaire, le dossier palestinien et israélien, le dossier, en tout cas, il y a beaucoup de dossiers à régler. Peut-être cette fois-ci, notre président est venu avec un autre langage pour voir vraiment si les Occidentaux ils disent la vérité. Mais, monsieur l'ambassadeur, n'avez-vous pas l'impression, objectivement, que dialoguer, je vais employer une métaphore avec un serpent, quelque part, c'est risqué, in fine, de se faire piquer. On sait depuis le temps. Mouammar al-Kadhafi, qu'on a cité tout à l'heure, le grand Mouammar al-Kadhafi auquel nous rendons hommage, lui aussi, à un moment, lui aussi, a infléchi sa position politique, a infléchi sa réflexion en ce qui concerne le dialogue. Au départ, il ne voulait pas dialoguer avec ces gens. Puis il a évolué. Et au final, les personnes qu'il a même contribué parfois à financer et à soutenir sont ceux qui l'ont, de manière sauvage, de manière barbare, assassiné. Voilà pourquoi on s'inquiète, et beaucoup de panafricains, d'anti-impérialistes s'inquiètent en se disant que vouloir dialoguer avec des gens qui n'ont intérêt qu'à votre soumission, quelque part, parce que c'est ça la réalité. Ils savent que l'Iran, quoi qu'on puisse en penser, il y a des sunnites qui peuvent ne pas apprécier l'Iran, d'autres sunnites apprécient l'Iran, d'autres qui ne sont pas musulmans peuvent apprécier l'Iran. Ça va au-delà d'un clivage et d'une démarche religieuse, je pense qu'il faut vraiment le préciser. Mais certains se disent qu'en changeant de stratégie, quelque part, vous êtes en train de vous adoucir face à des gens qui n'hésiteront pas, dès qu'ils en auront la possibilité, à vous exécuter ou à tenter de vous agresser. Et la question que je me pose, est-ce que le jeu en vaut la chandelle quelque part? Je peux vous dire. Je peux vous rassurer que nous n'allons pas changer nos idéaux. Certainement, nous allons les défendre. Nous allons continuer à les défendre parce que j'ai dit ce sont des idéaux de la révolution. Si quelqu'un est sorti de la révolution, certainement, il n'est pas dans la révolution. On ne le permet pas, certainement. Il ne faut pas oublier que le guide suprême, Ayatollah Khamenei, est là pour contrôler, pour superviser à ce qui se passe exactement. Mais je peux vous dire, je suis ambassadeur, je suis au courant de tout ce qui se passe. Il n'y a pas un changement de fond. C'est de forme. Nous souhaitons que les Occidentaux comprennent ce message. Que nous voulons dialoguer, ce n'est pas pour être à leur soumission, pour céder. Certainement non.
Nous cherchons nos droits. C'est pourquoi on cherche actuellement, on dit le dossier nucléaire iranien, c'est notre droit inaliénable. Mais peut-être pour éviter une certaine méfiance, on a dit voilà, on va réduire le taux de l'enrichissement à 20 à 5%. Ça veut dire pour dire que non, nous voulons dialoguer, mais c'est notre droit, nous n'allons pas céder. Il faut rassurer la jeunesse africaine, il faut rassurer les jeunes panafricains que non, jamais ils peuvent toujours garder leur espoir, mais des fois il faut changer la tactique pour voir qu'est-ce que ça donne. J'entends bien. Tu question, si tu le permets. Diplomatique. Babacar, si vous voulez. Tu permets, une toute dernière question à monsieur l'ambassadeur. On sait que durant les années 60, pour ne pas dire 70, qui a été une période fleuve en ce qui concerne la manière dont a pu germer et dont a pu pousser par la suite une réflexion de libération africaine, en l'occurrence illustrée par le panafricanisme de manière réelle et concrète. Vous êtes spécialiste de cette question, puisqu'il faut le préciser, et c'est très rare qu'un ambassadeur d'un pays étranger soit spécialiste dans la négritude. Vous êtes docteur en lettres spécialisé en négritude, donc on tient quand même à le souligner. C'est quelque chose qui touche. On a eu l'occasion de parler avec beaucoup d'ambassadeurs. Tout le monde ne peut pas se targuer de cette réalité. Ce qui montre je pense, un intérêt réel pour les questions qui sont les nôtres. Mais la question qu'on se pose, c'est qu'on sait que dans les années 60-70, tout en respectant notre indépendance, on va dire que l'Union soviétique, l'URSS de l'époque, avait compris la nécessité, pour lutter justement contre le bloc de l'Ouest, de soutenir politiquement, structurellement parlant, pas simplement les élites africaines, mais les militants politiques africains qui étaient engagés dans une démarche de libération. Aujourd'hui, on sait que dans cette crise, on n'est plus dans la crise coloniale, mais on est dans la crise mondialiste qui a succédé au colonialisme en réalité. De l'autre côté, du côté de l'Ouest, et avec des liens avec Israël, avec l'entité sioniste, avec des liens avec les pétromonarchies du Golfe et avec les États-Unis, il y a un certain nombre d'actions qui vont dans le sens de former un certain nombre d'Africains à devenir par la suite des personnes qui auront des opinions extrêmement favorables vis-à-vis de ces puissances, tout en sachant que ces puissances sont les ennemis des mouvements non alignés. Et j'en viens à une question qui est la suivante. On se dit souvent que l'impérialisme est très fort pour séduire les populations opprimées, et l'anti-impérialisme est souvent fort pour dénoncer. Mais quels sont les actes concrets? J'aimerais bien vraiment que ce soit exprimé, parce qu'on est regardé dans toute la CEDEAO, il faut le savoir, pas simplement au Sénégal, et même dans la diaspora. Quels sont les actes concrets qui sont posés par la République islamique d'Iran, qui dirige aujourd'hui, si je ne m'abuse, le mouvement des non-alignés à l'heure actuelle, d'accord? Quel acte concret est posé pour encadrer et permettre dans le respect de l'autre? Je le précise bien, parce que souvent, quand les Africains vont vers d'autres puissances, on leur dit « tu dois te convertir à notre idéologie, tu dois être dans notre logique ». Il y a des personnes, et on en a rencontré aussi, qui plutôt que de voir des partenaires égaux, voient dans les Africains des gens qui devraient se convertir au chiisme, et je le dis clairement, sans langue de bois, pour être des interlocuteurs acceptables, chose que nous ne sommes pas dans une démarche, on n'est pas dans cette logique-là d'accepter. On a nos traditions, on a notre vision des choses, et je pense que c'est quelque chose qu'il faut préciser. Mais quels sont les actes concrets que vous posez pour encadrer non pas simplement les relations bonnes entre le Sénégal et l'Iran, ou les pays africains et l'Iran, mais avec les structures politiques africaines, comme Kadhafi le faisait, dans cette logique de soutien, pour que cette logique des non-alignés ne soit pas simplement qu'un terme, mais soit présent dans les actes concrets. Je connais la réponse, mais j'aimerais bien que les téléspectateurs puissent la connaître. Oui, certainement. Vous savez, nous travaillons beaucoup avec l'Afrique à travers l'Union africaine. Nous sommes membres d'observateurs à l'Union africaine. Nous avons des contacts permanents. Nous avons un ambassadeur au sein de l'Union africaine. Nous travaillons franchement avec les mouvements africains, surtout avec l'Union africaine. Mais il faut voir aussi qu'en Afrique aussi, il n'y a pas une seule voix qu'on peut travailler avec. Si c'est une seule voix, on peut s'adresser à l'Union africaine. Là-bas, nous avons des réunions périodiques. Nous avons déjà des échanges, des consultations, en tout cas régulières, avec les responsables. Nous avons des contacts très, très concrets avec les dirigeants africains. Il n'y a même pas une semaine qui se passe sans qu'on voit une délégation africaine à Téhéran. Nous avons des contacts permanents. Nous discutons. Nous sommes présents en exercice de non-alignés actuellement. C'est notre devoir. C'est notre rôle, certainement. Et c'est leur devoir également de travailler. Dans ce sens, nous avons beaucoup travaillé avec l'Afrique. Franchement, nous avons des contacts très, très, très proches, très, très étroits avec les dirigeants africains. Mais je peux vous dire, au sein de l'Afrique aussi, il n'y a pas une organisation peut-être unique qui peut venir, qu'on discute face à face.
Donc l'Afrique travaille avec la Chine, c'est bon, avec le Japon, c'est bon, à travers TIGAD, avec le Corée du Sud, avec le Brésil, avec l'Inde, ça c'est très bon. Mais il faut trouver une seule structure dans le monde pour appuyer peut-être cette Union africaine, cet africanisme, etc. Pour nous, nous avons déjà travaillé, nous sommes beaucoup avancés, nous avons des relations très particulières avec l'Afrique. Il y a beaucoup d'ambassades africaines à Téhéran. Nous avons beaucoup de présence diplomatique au sein de l'Afrique. Ça c'est pourquoi? C'est pour renforcer cette idée. Relations. On ne le nie pas, mais vous avez dit quelque chose d'extrêmement important. Vous dites qu'il y a des relations réelles avec les dirigeants africains. C'est vrai. Mais vous n'êtes pas sans savoir, même si dans votre rôle d'ambassadeur, vous ne pourrez peut-être pas aller plus loin dans la réflexion, mais que bon nombre de ces dirigeants africains, justement, bien souvent, je ne dis pas que c'est forcément le cas au Sénégal, là n'est pas la question, mais sont souvent en porte-à-faux avec la population africaine qui elle-même aspire à d'autres réalités. Et c'est pour ça que quand on parle des impérialistes, parce qu'il faut aussi qu'on soit pragmatique dans cette démarche-là de résistance au nouvel ordre mondial, les autres puissances, qu'elles soient occidentales, sionistes ou autres, ont cette capacité à créer des ONG qui vont participer au développement pour leurs propres intérêts, mais aussi dans l'intérêt des personnes avec lesquelles ils collaborent ou qu'ils soudoient pour aller plus loin. Nous, on ne veut pas de ça. Mais de l'autre côté, on a l'impression que des pays comme l'Iran, comme le Venezuela, ou comme d'autres nations, on n'a pas assez de temps pour toutes les citer, n'ont pas cette ingéniosité, là aussi, sur ce terrain-là, à développer. Tout à l'heure, Nina disait quelque chose d'extrêmement important. Elle disait que oui, c'est vrai, c'est bien, il y a des festivals qui sont faits pour la culture, etc. C'est important, mais on a besoin d'autre chose. Je pense que sans être dans une démarche de quémander ou de demander, parce qu'on n'est pas dans cette logique-là, mais on souhaite, en tant qu'Africains et fiers de l'être en ce XXIe siècle, que dans ces relations-là qui sont effectuées, on puisse se projeter avec la base, avec les jeunesses, dans les cadres universitaires, avec une vision qui va dans le sens de voir ce que concrètement, d'ici 10 ans, 20 ans, non pas simplement dans les élites, mais à la base, l'Iran et la jeunesse africaine, ce que nous pourrons faire de manière effective pour ne pas voir comme seul salut de notre nation l'émigration en Occident ou la corruption vis-à-vis des élites occidentales. C'est quelque chose sur lequel je pense qu'il faut qu'on réfléchisse. Vous savez, on n'a pas le temps. Je sais que ça c'est une question très sensible, mais il ne faut pas oublier qu'on a bien tout de suite on a parlé de la rupture de relation à cause d'un soi-disant des armes. Ça veut dire nous, on n'est pas permis d'abord d'aller travailler avec la jeunesse africaine sans travailler par le gouvernement. Si on travaille, ça va créer encore d'autres problèmes. Nous voulons travailler avec les gouvernements, avec les élus du peuple africain, mais pour aller travailler avec les ONG, avec la société civile, avec les associations féminines, etc., etc. Moi, je suis l'ambassadeur au Bénin, au Burkina. Vous pouvez vous renseigner. La semaine dernière, j'étais à l'université d'Abomey Calavi. J'ai ouvert un amphithéâtre que j'ai réalisé moi-même. L'université de mon père. Donc, ça, je travaille avec la société féminine, les sociétés féminines au Sénégal, avec les universitaires, avec les milieux intellectuels. Je suis tout à fait libre de mes activités parce que j'informe le gouvernement. Parce que je ne veux pas créer encore un autre problème. Il faut voir, on n'est pas libre parce qu'il y a d'autres qui sont très méchants, très jaloux. C'est eux qui créent des ambiances incontrôlables. Donc, c'est bon qu'on travaille avec le gouvernement, c'est eux qui facilitent des fois. Sinon, nous avons créé des universités au sein des pays africains, nous avons créé des centres de santé, des hôpitaux, des centres de formation technique et professionnelle, etc., etc. Nous avons vraiment aidé la jeunesse africaine. Nous voulons continuer, mais c'est bon qu'on respecte un certain règlement. N'oublions pas que c'est l'absence des hommes de bien. C'est un débat fort intéressant. Ouais, juste terminé. C'est l'absence des hommes de bien qui laisse le mal triompher. Donc n'oubliez pas la société civile, s'il vous plaît, si Dieu le permet. Parce que cette société civile-là, c'est dans cette société civile que se cachent les dirigeants, femmes, hommes, jeunes, peu importe la catégorie, les dirigeants de demain. Et ce sont ces forces vives-là qui permettront à l'Afrique de changer. Voilà. Voilà. Je pense que c'est un dernier mot. Mais si vous me laissez, je dois remercier le peuple sénégalais. Parce que franchement, ce n'est pas des jets de fleurs, je dis plusieurs fois. C'est un peuple instruit, c'est un peuple cultivé, c'est un peuple musulman pratiquant. Et franchement, des fois, on est très facile avec les Sénégalais parce qu'ils sont très instruits. Quand on parle, on comprend très bien. Je dois remercier le gouvernement du président Macky Sall, tous ses ministres, toutes ces autorités qui facilitent les contacts. Parce que quand on parle de la liberté d'expression au Sénégal, franchement, on le voit de vérité, de réel. C'est pas comme dans d'autres pays, on parle, mais il y a pas, c'est sous l'aspect seulement format. Voilà. Ici, franchement, c'est bon. L'islam que vous avez, c'est un bon islam, il faut le sauvegarder. Il faut remercier Dieu pour vous donner de grands califes qui, franchement, sont très, très, très sensibles à l'islam, à l'apaisement, au dialogue,
à la fraternité musulmane et il faut le sauvegarder. Il faut le sauvegarder, c'est très important. Il ne faut pas laisser les gens s'infiltrer, de voir ce qui s'est passé dans d'autres pays, même les pays voisins que vous connaissez tous. Ça, il faut le condamner, il faut le rejeter. C'est un islam calme, c'est un islam fraternel, c'est un islam productif. Et nous les encourageons et nous sommes au service de cet islam. Merci. Merci beaucoup. Merci, Excellence. Je pense que vous allez rester avec nous.